Salut à toi, ici Fabien et je suis en joie de te partager ce nouvel épisode de la playlist À cœur ouvert. Pourquoi je suis en joie? Parce que c'est l'opportunité de te montrer, de te partager des entrevues, des échanges, des discussions à cœur ouvert avec des personnes qui connaissent leur type énéagramme et qui nous en parlent publiquement, qui se dévoilent et qui partagent de leur vie, leur perception, toutes les nuances possibles et imaginables du modèle de l'énéagramme, histoire de s'ouvrir le cœur, de s'ouvrir l'esprit, de s'ouvrir l'âme à l'altérité, au vivant tel qu'il est, au-delà du modèle théorique pur. Et ça a beaucoup de richesse, je trouve, et ça va amener vraiment beaucoup de nuances et de souplesse dans le modèle. Donc, je te laisse avec l'invité du jour après le générique. Fabien, allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de te réveiller. Bien le bonjour Anneli, je suis ravi de te retrouver pour cette discussion à cœur ouvert. Je suis content parce que quand tu m'as proposé d'échanger autour de ton type, ça m'a, je sais pas, ça m'a tout de suite connecté et quand on a papoté, ça m'a vraiment donné envie d'approfondir l'énéatype avec toi. Et je vais pas commencer par les questions traditionnelles de comment tu as trouvé ton type et tout, parce que de toute façon, tu vas y venir. J'aimerais commencer par une phrase que tu m'as dit la fois dernière. Tu m'as dit, en parlant de l'énéagramme, j'aurais jamais pu commencer mon développement personnel avec ça. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as dit ça? Qu'est-ce qui fait que tu n'aurais jamais pu commencer ton dev perso par cette voie-là? Alors, bonjour. C'est vrai que oui et non, dans le sens que je te donne un exemple. Je ne sais pas quand est-ce qu'on commence son développement perso. Là, je pense que c'est une histoire d'une vie, ça peut être très tôt. Donc, mais mettons, je te donne un exemple. En 2016, j'ai ouvert le livre sur la numérologie de Dan Millman. Puis j'ai regardé ma date, puis j'ai regardé ça donnait quoi, mon profil. Puis je me suis pas reconnue. Fait que, oui, après, des années après, j'ai fini par me dire, OK, finalement, le bouquin m'a mis une claque. Et oui, je suis perfectionniste, finalement. Oui, j'ai une partie de moi comme ça. Je me reconnais, finalement. Fait que, oui, j'aurais pu l'ouvrir, dire non, 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 absolument pas, mais que ça chemine quand même. Il y aurait la possibilité que. Mais ça ne m'aurait pas fait cheminer tout de suite. Ça aurait pris peut-être 20 ans. Parce que j'étais absolument pas prête à me prendre ces claques-là. Parce qu'il y a une dimension un petit peu violente quand même. Pour certaines choses, c'est tellement contradictoire par rapport à ce que l'ego perçoit, veut te faire percevoir, que tu dis non, c'est voyons, ça n'a rien à voir avec moi. Tu sais. Alors, c'est sûr que c'est le cheminement que j'ai fait par ailleurs, plus doux au niveau de mon estime de moi, parce que moi, justement, l'enjeu, c'est mon estime de moi. Fait que si tu viens me remettre en question d'une façon trop violente, je refuse. Et là, je ne peux pas me développer. Donc, c'est pour ça que je te disais que je n'aurais jamais pu avant ça. Puis, ça m'a pris, ça va avoir plus de 40 ans pour accepter l'idée que peut-être j'aurais de l'orgueil, moi qui ne me vois pas du tout orgueilleuse, mais qui le suis pourtant énormément, ou me voir comme quelqu'un de culpabilisante. C'est vraiment, pour moi, c'est l'opposé de mes croyances sur moi-même. Puis aussi de mon besoin de confiance puis d'estime de moi qui est en arrière de l'orgueil. Donc, c'est ça qui m'a fait dire que ça m'aurait pris, ça n'aurait pas été possible il y a longtemps. Est-ce que tu veux dire que tu aurais rejeté en bloc quand tu dis est-ce qu'il y a un truc de l'ordre, c'est trop violent, je ne peux pas accepter d'aller regarder à cet endroit-là, ça me détruirait, et du coup, tu l'aurais rejeté? Je l'aurais rejeté, puis je ne sais pas à quel degré je l'aurais rejeté, parce que mon rejet peut être des fois violent, mais j'aurais peut-être aussi dit, mais c'est juste absolument pas moi, pas le rapport, puis j'aurais écarté l'outil, l'approche comme ça ne me parle pas. C'est juste pas moi. Je ne suis pas comme ça. Ouais, c'est mon orgueil qui aurait dit, ben voyons, je suis pas ça, je suis une bonne personne. Moi, je me suis toujours vue comme une bonne personne.
Ouais, ok. C'est évident que je suis une bonne personne. Et est-ce qu'il y a un moment où où il y a cette étiquette qui a commencé à être ébranlée de bonne personne? Ah oui, ouais. Alors, c'est là que je t'avais parlé un petit peu de moi que je n'avais pas forcément vu dans les capsules vidéo tant que ça, l'appel aux sous-types Mmh. et l'appel aux ailes. Mais pour moi, là, ça se peut que je l'aborde ou aussi au centre réprimé. Oui. Même si je ne maîtrise pas trop tout ça, mais ça me parle intuitivement. Fait que ça se peut que je l'aborde. Mais moi, par exemple, je me sens vraiment de ce type social. Et c'est vraiment dans mon couple que ça Mmh. s'est, comment dire, la prise de conscience est arrivée. Ouais. Mais parce que j'avais un bon équilibre entre amour, nourriture affective, alimentation affective, sécurité, avec quelqu'un qui fait de la communication non violente au quotidien. Donc, j'ai vraiment énormément de chance d'avoir une énorme bienveillance, Mmh. un accueil, comme une patience infinie. Et en même temps, quelqu'un qui sait me, me, me dire les choses, c'est lui qui m'a fait découvrir l'énéagramme, qui a tellement d'outils dans sa boîte à outils, Mmh. mais qui ne les impose pas, mais qui a vraiment trouvé, il y avait tout un contexte qui a fait que j'ai réalisé que non seulement je suis culpabilisante, orgueilleuse, que je ramène tout à moi, mais que je le fais particulièrement avec lui. Ok. Là, c'est comme, il faut vraiment qu'il y ait quand même un équilibre entre bienveillance, non-jugement, accueil, puis vérité. Vérité simple et avec beaucoup d'amour. Pour que puis Mmh. aussi tout mon travail d'être perçoivant. Ouais. Ouais, merci pour tout ce que tu dis, Anneli, parce que tu me donnes genre au moins 5 ou 6 pelotes à tirer là. Et j'ai très envie d'aller sur ces terrains-là, même sur les sous-types et tout, si ça vient, carrément, ça peut être l'occasion de glisser des choses et de commencer à en discuter. Surtout qu'il y aura bientôt des vidéos de cet été dessus. Donc, mais avant ça, j'ai envie de continuer pour vraiment introduire l'énéagramme, de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est trop violent et du coup, tu fais no way, enfin, en tout cas, tu n'aurais pas été prête. Et à quel moment, du coup, tu décides d'ouvrir cette porte-là et de dire it's time, euh, allons-y, quoi. À quel moment ça se passe pour toi et qu'est-ce qui s'y passe? Mais c'est vraiment, je pense, c'est vraiment l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que mon ego est incapable de tolérer l'idée d'être une mauvaise personne, de prendre cette théorie-là. Mais mon essence a toujours été ouverte à la remise en question. J'ai grandi avec, par exemple, une personne, ma mère qui, on pourrait y avoir tout un chapitre sur plein d'affaires avec elle. C'est une secte. Mais aussi qui, dans sa profession, avait un vocabulaire de psychologue, de pédopsychologue, avec un vocabulaire qui m'a finalement outillée à me remettre en question, à réfléchir à un autre niveau. Puis mon père aussi, mes parents m'ont tous les deux aidé à prendre du recul sur les choses en général. Donc, il y avait une partie de moi qui était dans la lumière, qui était capable d'aller là où mon ego ne voulait pas aller, puis évidemment mon ego qui revenait. Il y avait les deux, tu sais. Je pense que c'est ça aussi qui fait que comment tu chemines entre tout ça dans ta vie par rapport aux expériences que tu vis, les épreuves aussi que tu traverses. Il y a comme une petite voix qui est là depuis toujours, puis qui, à un moment donné, finit par te dire. Puis surtout que l'énéagramme aide beaucoup à ça. Il y a beaucoup de belles choses à accepter de traverser sa peur. Tu sais. Ouais. Tu vois, et c'est un des rares outils où tu vois que oui, c'est par là qu'il faut aller, puis ça fait mal, mais tu vois vraiment la lumière très rapidement au bout, parce qu'elle est déjà Ouais. là. Parce qu'elle est déjà là. C'est ça Ouais. qui est beau dans l'énéagramme, je trouve. Carrément. Et à quel moment pour toi, tu commences tu découvres ton type? À quel moment
acceptes de fouler le pas de cette voie finalement. Ben, c'est ça, c'est avec, comme je disais, le développement personnel, ça te met comme une caméra tranquillement qui accepte de te filmer, Ouais. là, de te voir aller. Ouais. Et avec cet outil-là, je trouve qu'il est vraiment très bien structuré, très bien fait quand tu es prêt, prête. Redis-moi ta question. Du coup, à quel moment, toi, tu vas vraiment explorer ton énéatype et où tu es prête à te prendre cette claque du réel de OK, je fonctionne comme ça? À quel moment? Parce que, tu sais, ça va, ça vient. Là. Ouais. C'est ce que c'est comme l'ego, il reprend la place. Mais petit à petit, la caméra est plus là. Petit à petit, tu t'observes. Moi, c'est là que je suis rendue dans mon étape, c'est-à-dire que j'ai des compulsions. J'ai tout ce qui est écrit dans l'énéagramme, mais c'est juste que je le sais. C'est juste, Ouais. je sais pourquoi. Je sais, ça m'aide, en fait, ça met du sens. Ça met du sens au bon endroit parce que ton ego, il va te mettre du sens à l'inverse. Il va te dire, ah, mais tu es une bonne personne, puis en même temps, tu es de la merde, il va te descendre dans ton estime de soi, puis il va te faire briller dans un truc que c'est pas la bonne place à briller. Donc, tu vas t'étendre alors que c'est à l'intérieur de toi qu'il faut que tu creuses. Et donc, l'énéagramme va juste te guider pour que tu apparaisses, pour que l'essence apparaisse un peu plus souvent. Je ne sais pas comment répondre à ta question parce que ce n'est pas un moment où tout d'un coup et définitivement ça change, ça bascule. Alors, ce que je veux dire, c'est à quel moment tu as vraiment décidé de t'affairer à trouver ton type et est-ce que tu as hésité et comment tu as trouvé et comment tu as, entre guillemets, validé? Est-ce que tu peux nous parler de cette phase dans laquelle tu as vraiment décidé de trouver ton type? Ben, moi, je ne peux pas passer par des formations. C'est vraiment juste un bouquin au départ pendant un an et demi que j'ai trouvé passionnant, puis que j'ai trouvé passionnant parce que comme je suis une 2 aussi, de regarder comment comprendre les autres. Ouais. Il y a toujours un peu les deux parce que c'est très relié. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on est toutes reliées, qu'on s'inspire et qu'on a des facettes de soi que les autres peuvent nous aider à les reconnaître ou valider. Mais, je sais pas, moi non, ça a été du jour au lendemain. Ben, ouais, quand même, ça a été assez rapide. Là. Ça a été rapide. Puis moi, quand j'ouvre une porte et que je suis prête, là, j'y vais à fond, de fond en comble. Puis ça m'a pris un an et demi juste avec ce bouquin avant d'aller sur Google. Ouais. Parce que je savais pas trop, j'allais sur Google et ça me paraissait une forêt. Puis j'étais pas sûre de pouvoir me fier à tout ce qu'il y avait sur Google. Je voyais des tests. Fait que j'étais plus... C'est ça. Mon chum a connu les gens qui ont écrit ce bouquin. Ouais. Il a eu des formations, notamment sur l'énéagramme, mais pas que, avec Rose et Gilles Gandhi. Donc, j'avais comme une confiance quand même solide au départ. Hein, comme je te disais quand on s'est parlé, au début, mon conjoint me parlait de ces gens-là, puis de sa formation pendant un an. Je n'ai pas voulu en entendre parler. Je faisais un peu flyer. Mais après un an, j'ai accepté de commencer à en parler, à comprendre un petit peu tout ça, notamment ce bouquin-là. Puis à partir du moment où j'ai ouvert la porte, j'ai foncé. Donc, c'est avec le bouquin que tu as trouvé tout de suite? Tu t'es dit, tu l'as lu et tu as fait type 2 ou quand est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu te souviens du moment quel était le déclic à un moment donné où tu as pris la claque dans la gueule? Il y a des outils dedans pour pouvoir essayer de déclencher les prises de conscience. C'est assez simple. Le premier, il y a comme des tableaux que tu peux trouver. Je vais juste le trouver, ça ne va pas être long. Donc, c'est vraiment avec le livre, toi, que ça t'a permis de... C'est vraiment le livre au départ. Ça, c'est clair. Pendant un an et demi, je l'ai dévoré de plein de façons parce que c'est un livre qui est un peu qui se lit pas de A à Z. Voilà. Donc là, c'est tout simplement un exercice. Dans quel mensonge vous retrouvez-vous le plus? OK. Et j'avais comme identifié le perfectionnisme chez moi. Fait que, tu sais, je me questionnais, mais je ne me voyais pas comme ça. Puis finalement, c'est vraiment, il faut être au service. Cherche à être aimé, veut être apprécié. J'ai lu un petit peu le descriptif et ça m'a très, très vite parlé. Là. Ça m'a très, très vite parlé. Puis je pense que le perfectionnisme est dans mon aile,
pour le coup. Mais c'est vraiment le pourquoi qui est différent de l'énéatype 1. C'est-à-dire que je ne fais pas ça pour être parfait. Je fais vraiment ça pour être nourri affectivement, pour être vu par l'autre, pour être validé. C'est pas à l'intérieur de moi que ça se passe du tout, je suis dans l'extérieur. Ça, c'est clair. Ouais, c'est important que tu dises ça parce que il y a beaucoup de gens qui se mistype, qui tapent à côté parce que ils confondent un comportement ou effectivement une aile en mode non, mais si, mais ouais, moi c'est vrai que je fais les choses avec perfection, je suis jusqu'au boutiste et tout. Perfectionnisme, je me mets la pression et machin. Oui, mais attends, mais c'est pourquoi que tu fais ça? Et là, t'en parles, centre émotionnel extérieur. On retrouve encore le centre préféré, la direction d'utilisation. C'est ça qui est le nerf de la guerre, c'est ça qui est visible et omniprésent tout le temps. Et ça donne quoi? Ça donne que ton perfectionnisme, il est au service des autres, il est au service d'aller donner pour recevoir. Et toute la logique de ce que tu disais, tous les mécanismes qui t'ont parlé il faut donner en premier pour recevoir en retour. Puis après ça, la grosse validation de mon énéatype, c'est la répression des besoins. C'est quelque chose que j'ai identifié depuis très, très, très longtemps. Très, très, très longtemps. Puis alors ça, c'est comme tellement évident que je ne peux pas être un autre énéatype. Ça me paraît impossible. OK. Ça ressemble à quoi pour toi? La force de la répression est tellement puissante. Puis même en découvrant l'énéagramme, avec tout ça, j'ai comme 44 ans, puis je suis encore en train de réprimer. Je suis comme, pourquoi encore réprimer? C'est quoi le problème? Donc moi, la répression des besoins, je donne des exemples, c'est principalement, c'est pour ça que j'ai tendance à aller vers le centre réprimé, parce que c'est principalement l'action physique, le sport, le fait de bouger mon corps. Je suis née pour danser, je suis une danseuse. Et même, je me rappelle dans l'adolescence ou jeune adulte, quand j'allais voir un spectacle de danse, je sortais, je pleurais parce que je n'étais pas sur scène. Et tu sais, ça m'émeut parce que c'est dans mon quotidien à chaque jour depuis toujours, en fait, depuis que j'ai une quinzaine d'années, j'ai toujours eu besoin, j'ai mon corps qui me parle et je ne l'écoute pas. Et c'est pour ça que je rejoins avec le sous-type social, c'est que les seuls moments dans ma vie où j'ai réussi à le mettre à l'horaire, c'est parce qu'il y avait un groupe. Ouais. Il y avait un groupe, un rendez-vous avec un groupe. Et c'est un truc tout con, je te donne un exemple très concret. Pendant la pandémie, j'ai réussi enfin dans ma vie à mettre quelque chose à l'horaire toutes les semaines. 1 heure au début, mais finalement 1 demi-heure, 2 fois par semaine. J'étais tellement fière de moi. Mais c'est juste parce que c'était sur Zoom, mais 15 minutes à l'avance. C'est une madame, je ne veux pas la juger du tout, mais c'est une dame de, je ne sais pas, là, au moins 60 ans, super en forme, québécoise, tu sais. Puis avec un groupe principalement de Québécoises, de madame, tu sais, comme probablement souvent à la retraite, mais pas que. Puis moi, j'étais là, je n'ai pas tant de liens avec eux, mais 15 minutes à l'avance, elles se connectaient et tout le monde se connectait. Et il y avait un moment social. Très simple, de allô, tu sais, informel, on parlait du marché, de toutes sortes d'affaires de madame qui ne me rejoignaient pas tant que ça, mais il y avait un groupe qui était là. On pouvait prendre la parole, on pouvait être écouté. Moi, ça me suffit juste ça, puis j'ai réussi à le mettre à l'horaire. Alors oui, je suis avec un conjoint, comme je te disais, une stabilité pour la première fois dans ma vie qui fait que je me sens posée, j'ai le stress un peu qui baisse et je suis capable d'arriver à faire des choses que ça fait longtemps que j'ai réprimées. Mais quand même, c'est ça te donne un exemple. Et l'autre chose que je réprime, c'est l'art. Et ça, avec l'énéagramme, c'est encore quelque chose qui est une révélation, c'est-à-dire que l'art, c'est ma clé. Le sport, c'est juste ma santé, c'est mon corps, c'est important. Mais l'art, c'est ma clé d'évolution, tu vois. Et c'est aussi quelque chose que je réprime. C'est-à-dire que tu aimerais faire de l'art, tu aimerais prendre plus de temps pour ça et tu vois que c'est dur d'aller en mouvement là-dedans. J'ai fait des études au secondaire, là, au lycée, d'art plastique.
C'était ma meilleure note au bac. Alors, c'était vraiment moche ce que j'ai fait, mais en tout cas, j'adorais dessiner pendant des années. Quand j'ai commencé à voyager, j'amenais toujours mon carnet de dessin et je dessinais. Et dans ma tête, le crayon est au bout de ma main, mais il n'est jamais là. Tu vois, ça fait partie de moi, mais je ne l'incarne pas. Ok. Ouais. Il me semble que la dernière fois qu'on a discuté, tu m'as dit quelque chose du genre, la répression des besoins, c'est quand ça fait 10 ans, 20 ans que je me dis que je vais enfin faire ce truc-là, et puis en fait, les années passent et je l'ai toujours pas fait. Et presque tous les matins, je me réveille avec des besoins. Par exemple, de m'étirer sur mon tapis. Ça m'arrive des fois, mais c'est très rare. De m'étirer, d'étirer mon corps, c'est pas compliqué, là. Mais il y a le perfectionnisme qui rentre parce qu'il faudrait que je fasse une demi-heure de yoga. Tu sais, il y a plein d'affaires des attentes que je me mets la pression alors que Oui. c'est du bien-être, de la détente. C'est juste Oui. répondre à mon besoin, point. Sans Oui. explication, sans contexte, sans attente. Mais bref, tous les matins, je me réveille, presque tous les matins, avec des besoins auxquels je ne réponds pas. Hmm. Mais la différence, c'est que je le sais, au moins. Ouais. Et du coup, il y a ce point-là sur les besoins que j'ai envie d'éclairer avec toi. C'est que on parle bien de reconnaissance des besoins. Le 2, il évite plus que tout de reconnaître ses propres besoins. Et ça ne veut pas dire qu'il ne les connaît pas. C'est pas comme un œuf qui ne se connaîtrait pas. Mais ça dépend des deux. Il y en a qui, il me semble, ne connaissent vraiment pas du tout parce que c'est une tâche aveugle qui est complètement délaissée. Et il y en a qui savent, mais qui mettent un voile dessus, enfin inconsciemment, il y a un voile qui est mis dessus pour vraiment pas les nourrir. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu serais OK de partager comment toi, tu vis la chose? Tout à fait. Ben, c'est vraiment, je me sens comme j'appuie sur pause. J'appuie sur pause parce que c'est tellement plus mobilisant. J'arrive à me mobiliser pour les autres. C'est Ouais. facile. C'est comme le contraste est tellement impressionnant à quel point je suis capable d'être dans l'action, de m'épuiser, de faire des actions pour les autres. C'est au réveil pour la nourriture affective, toujours. Donc, ça, c'est vraiment flagrant. Et puis, d'un autre côté, dès que c'est pour moi, c'est toujours, je te donne un autre exemple, le ménage. C'est pour ça que je me suis dit, je ne suis pas anémiatique. C'est sûr. Tu comprends? Parce que Pourquoi? le ménage, c'est la maison, c'est l'extension de soi. Mhm. Ce que tu fais de ton chez-toi, de ton intérieur, c'est ce que tu fais de ton intérieur. Tu comprends? C'est comment tu prends soin de tes plantes, de ton. Mes chats, c'est pas pareil. Mes chats, c'est comme les autres. C'est de l'amour. Tu comprends? C'est différent. Mais mon ménage, c'est la dernière chose que je vais faire. Alors, ça me fait du bien. Ça fait du bien à mon couple. C'est important pour moi, mon couple. Tu sais? C'est des trucs bêtes quand même. Mais c'est un enjeu de tous les jours. Donc, est-ce que tu dirais que le ménage, c'est une façon pour toi, ça serait une façon pour toi de prendre soin de toi aussi? Absolument. Il y a une piste intéressante là. Oui? Surtout, et je reviens là-dessus, parce que peut-être avec l'L1, ça permet aussi de voir le prendre soin de soi et de ses besoins hors du on-off. En mode, comme tu dis, je vais faire du yoga et j'ai une grande image de ce que j'imagine, la grande séance de yoga avec tout le shavasana, le machin, enfin toutes les postures, voilà. Versus, c'est quoi qui est important pour moi là? C'est me détendre, c'est me faire du bien. Ça peut être 3 minutes en vrai. En fait. Et du coup, ça relâche la tension de l'instinctif on-off qui est je fais pas de yoga ou je fais une super séance de yoga et juste, ok, je m'autorise à faire un entre-deux, par exemple. C'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. Puis, c'est dommage parce que justement, je continue avec mon perfectionnisme alors que je pourrais aussi, comme je fais pour les autres, remarquer chaque petite victoire et voir que justement, grâce à mes prises de conscience avec l'énéagramme, ça m'arrive des fois de me mettre sur mon tapis puis de me détendre. Ça m'arrive de prendre des bains. Puis même,
J'ai passé tout mon mois de juin et jusqu'à hier à faire des entrevues d'embauche. Je ne sais pas si tu t'imagines pour une deux ce que c'est qu'une entrevue d'embauche. C'est te vendre? C'est quelque chose. On est en Amérique du Nord. J'habite en Amérique du Nord. Je suis partie de loin et je suis fière de moi. Tu sais. Putain, hier, j'étais... Alors, il faut toujours faire attention parce que quand tu es deux, tu passes de je n'existe pas, je suis un paillasson à ouais, l'orgueil, mais démesuré. Tu sais, je suis la personne qu'il vous faut. Tu sais, j'excelle à ça. Comme, calme-toi, là. J'arrive pas, c'est difficile. Rester sur la ligne en prenant sa place. Puis c'est là que je voudrais juste amener des phrases qui, moi, me parlent, puis ça pourrait vraiment aider les deux. Là, je te donne quelques phrases. Vas-y, ouais. Tu me dis. Mais tu sais, c'est important pour moi d'être à ma place, de reconnaître ma place, l'importance de ma place, mais avec humilité. Et c'est ce que j'essaie de travailler là, grâce à l'énéagramme, ça m'éclaire beaucoup là-dessus. Mais les phrases, des fois, ça aide, tu sais, de te répéter. Oui. Ça, c'est une phrase, par exemple, qui m'a fait un bien fou, que j'ai découverte avant la découverte de l'énéagramme, dans un jeu de cartes de développement personnel québécois. Alors, ça dit simplement « Je suis à ma place et tout est parfait ». Ça me fait un bien fou. Juste de prononcer ces mots-là, de les répéter. Il y a des moments où ça ne va pas, je me répète ça. Ou quelque chose que j'ai découvert grâce à toi, à cœur ouvert. Je crois que c'est Michael. Ouais. Il a dit « Je me fous la paix ». C'est des trucs simples comme ça que ça fait du bien de te répéter. Moi, il y a des années, j'ai réussi à commencer à me sortir un peu d'une période très difficile en me disant « Je suis assez ». Oui. Et ouais, j'ai envie d'attirer l'attention des gens qui nous écoutent sur ça, parce que je trouve ça super intéressant et je te remercie de mettre ça sur la table. C'est l'usage des mantras finalement. Là où, pour moi, il y a une dérive du développement personnel et de la psychologie positive dans laquelle je suis tombé complètement, hein, qui est d'essayer de me conditionner et d'essayer de croire moi-même et de faire les 21 jours ou les 30 jours et d'essayer d'engrammer une nouvelle croyance et tout, de me convaincre que j'ai ma place, que je suis assez et machin. Là où pour moi, c'est beaucoup plus comme un rappel de conscience, comme un truc de je me pose avec ça et de sentir qu'est-ce que ça fait et de goûter la phrase comme un rappel, comme une petite notification, plutôt qu'à tout prix chercher à l'engrammer et à l'imprimer alors qu'en fait, je ne crois pas. Tout à fait. Je suis tout à fait sur la même longueur d'onde que toi avec ça. Pour moi, c'est une autre façon de le dire, c'est de descendre du mental, de descendre dans ton cœur et dans ton corps aussi. De le faire écouter au reste de toi, pas de rester là-haut. J'ai l'impression que c'est aussi une permission que tu te donnes, hein, parce que du coup, c'est comme si dans les mécanismes égotiques automatiques, il y a un truc qui crie je suis sans valeur, comme tu dis, je n'existe pas, je suis un paillasson, qui crie en fond, un peu en permanence, comme une injonction. Et toi, tu vas donner une permission à cette partie de toi, tu vas donner un bonbon, du miel sur ce cœur blessé, et où tu dis, mais je suis assez, j'ai le droit à l'amour, j'en sais rien. Il y a des trucs qui vont apaiser le feu de ce cœur, de cet ego qui croit être blessé, qui est convaincu qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui coince. Oui, tout à fait. Puis, qu'est-ce qui se passe? Comme je te dis, c'est vraiment, moi, c'est dans le cœur. Hein. Tout se passe dans la... J'ai vraiment énormément de tension. Des fois, j'en parlais à ma psy il y a des années. J'ai l'impression que la nuit, je suis encore plus stressée que la journée, tu sais. Et mon cœur est comme en tension tellement. J'ai mal au cœur, mais comme si j'avais des pressions. Et ces phrases-là, ça te met au point neutre. Ça te met au point neutre. Et là, tu as comme toute une partie de toi qui existe un peu, que tu as tendance à taire.
Et le massage, c'est comment pour toi, du coup, par rapport à ça, où tu vois, il y a des tensions, des machins. Est-ce que tu te le permets? Est-ce que ça te nourrit? Parce qu'il peut y avoir ce truc des deux, tu me diras, toi, ça m'intéresse. Il y a les deux qui vont être en mode je vais me faire masser, mais du coup, je délègue quelque part le bien-être pour qu'on le fasse pour moi. Et il y a des deux qui vont même pas s'autoriser en mode non, non, mais c'est bon, j'ai pas besoin. Et toi, vas-y. Mais avec un truc de vraiment de Absolument. refoulement de ça. Et toi, c'est comment Alors, le massage, en une courte, le plus court possible, parce qu'on n'a pas toute la vie. Mais c'est sûr que le massage, moi, c'est arrivé dans ma vie, mon Dieu, à ma naissance. Dans le sens que ma mère, mon père d'abord, parce que mon père a appris à ma mère à me masser le bébé. C'est moi, à l'époque, j'étais un bébé, il y en a une autre après, mais ma mère, après, m'a massé vraiment beaucoup. Donc, j'ai des vidéos de mon enfance très bébé où je me faisais masser. Fait que je pense que c'est quelque chose qui... Tu sais, j'ai des parents un peu bad, hippies, là. J'ai grandi dans la montagne. Je suis un peu Heidi, moi. Et pour vrai, là, pendant 12 ans, j'ai habité dans la montagne, dans le Cap Corse. Bref. Et donc, le massage est arrivé là. Après ça, il est réapparu quand j'avais à peu près 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Quand j'étais en Asie, j'ai pris un cours pour masser. Okay. Un cours de massage thaï. J'ai failli, j'avais comme l'ambition éventuellement d'être professionnelle, de faire des massages, puis j'ai même commencé à me faire payer pour ça. Donc, c'est vraiment donner des massages aux autres, hein? Parce que c'est tellement extraordinaire, les massages, qu'il faut que les autres en bénéficient. Oui. Alors, c'est sûr qu'on était plusieurs, du coup, à être passionnés de massage thaï avec de mes amis, donc j'en bénéficie un peu, mais puis récemment, le massage, c'est quand j'ai commencé à avoir une vie professionnelle, parce que moi, j'ai passé toute ma vie sur un banc d'école. Je ne sais pas trop comment expliquer ça au niveau énéagramme, mais la façon que j'ai tendance à faire, c'est le mental m'a aidé à sortir de mon cœur et de mes émotions. Et donc, j'ai étudié beaucoup. Bref. Mais récemment, quand j'étais dans mon travail, j'ai eu droit à une mutuelle, ce qu'on appelle en France une mutuelle. Et donc, je me suis autorisée, parce que même les massages étaient remboursés, et je me suis autorisée ça et ça m'a fait un bien fou. Et encore aujourd'hui, c'est important dans ma vie. Et effectivement, c'est un moment où je m'autorise. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre, que c'est la profession, que je lui donne de l'argent. Ça facilite, du coup. Ouais. Parce qu'il y a une fonction sociale, c'est pas juste moi. Mon patron paye la moitié de ma mutuelle. Donc, j'ai le droit à ça. Et là, je me le donne parce qu'on me le donne et que c'est le métier de quelqu'un. Tu comprends? Il y a tout ça qui rentre là-dedans. Oui. Mais au moins, c'est pour ça que je suis très attachée à la mutuelle, puis que là, je suis en train de changer de boulot, puis la job n'a pas de mutuelle, et je suis comme, comment je vais faire pour m'occuper de moi? Parce que pour moi, c'est devenu une fonction, comme moi, je suis incapable de m'occuper de moi, donc c'est très difficile de me prioriser. Ben là, c'est comme, il y a des outils comme ça, indirectement, où j'arrive à effectivement m'occuper de moi. OK, ouais. OK. Ouais, donc il y a cette espèce de ralenti, le contraire du raccourci, de ralenti pour prendre soin de moi, en passant par un tiers. Si la mutuelle, ouais, avec tout un, c'est super intéressant d'entendre ce que tu dis là, parce que il y a comme une valorisation aussi dans le rôle social, la personne, je veux pouvoir la rémunérer, ce qui peut être une façon de pas être à l'aise à recevoir, de recevoir que si l'autre j'ai donné, il y a un truc comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression que oui, par exemple, cette masso, je l'ai conseillée, je lui ai conseillé, puis je l'ai presque coachée pour qu'elle se fasse payer plus. Ouais. Tu comprends? Ça va jusque-là. J'ai dit, regarde, parce que je voyais bien qu'elle n'était pas consciente. Elle n'osait pas. Mais voyons, elle fait des massages. Elle se faisait payer quelque chose comme $80 pour 2 heures. C'est pas 1 heure, c'est 2 heures. Des massages d'une excellente qualité, c'est quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans d'expérience. Voyons donc. On a changé d'année. En général, les autres, ils prennent $10 de plus. Est-ce que tu vas augmenter? Puis moi, c'est moi qui la paye. Ça ne m'arrange pas, là.
Est-ce qu'à un autre niveau, Anneli, tu as l'impression que quand tu lui dis ça à cette masseuse, euh, tu te sers indirectement d'elle pour, comme un archétype extérieur, enfin comme un archétype qui est à l'intérieur de toi pour augmenter ta propre valeur, pour te donner une permission en passant par Absolument. elle pour essayer d'augmenter ta propre valeur? Absolument. Moi, un oui et un merci, c'est de l'eau. Je suis sèche très vite si j'ai pas un oui et un merci dans les 10 minutes, 15 minutes qui passent. C'est terrible. Ok. C'est terrible. Donc, forcément, c'est ce qui mange mon temps. C'est que je vais passer mon temps à aller quémander des oui et des merci. Et quand j'ai des non, c'est très douloureux. Ouais. Ok. Ou des Parce que insatisfactions. Les insatisfactions des autres, je suis hyper sensible à ça. ouais. Ça va être important que je te remercie alors de tout ce que tu nous partages. Mais moi, déjà, que tu acceptes que de faire une vidéo avec moi, je me sens super valorisée. Chouette. Ouais. Bah ouais, et j'y reconnais beaucoup de valeur, justement. C'est précieux. Mais ça me touche. Et quand je te dis ça, est-ce que ça crée comme un. Enfin, tu reçois, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très à l'aise de recevoir? Mais je sais, grâce à l'énéagramme, je sais qu'est-ce qui est bon de nourrir pour moi, Oui. comme par exemple l'art, la créativité, l'art, l'intuition. Ça, c'est bon de le nourrir. Les oui, les merci, les valorisations sur ce que je fais, c'est mon ego que ça nourrit. C'est pas mon essence. Donc, je le sais maintenant. Je suis consciente, je la remets à sa place. Et en même temps, chimiquement, ça me fait un effet. Oui, C'est une oui, oui, question oui. comment on appelle ça, là, les neurotransmetteurs. Là. Tu comprends? Je me nourris chimiquement de ça, mais je le sais. Oui. Je le sais. Est-ce que tu es OK que je te fasse un partage de ce que ça m'évoque par rapport à ça? Vas-y. Même quand c'est des oui ou des merci, tu vois, et que tu te dis c'est de la nourriture de l'ego, et d'ailleurs je vais revenir sur ce terme de nourriture affective dans un instant, que j'ai beaucoup aimé. Mais au-delà de ça, pour moi, si tu le reçois d'un autre endroit, si tu t'autorises à recevoir vraiment le truc au-delà de la fonction sociale, du faire, de ah, j'ai rendu service, c'est cool, ça nourrit mon identité de personne au service et tout, de bonne personne. Si vraiment tu ouvres quelque part, tu laisses le robinet te remplir, ben là, c'est un autre endroit qui reçoit pour moi. Et du coup, ça peut être les mêmes mots, les mêmes choses. Parce que le 3, je pourrais en parler un autre jour, mais non, je vais en parler en fait. Moi, il y a un mécanisme assez similaire sur le fait d'être vu. C'est-à-dire que le 3 il quête d'être vu, tout en refusant d'être vu vraiment. Parce que s'il est vraiment vu, il n'a plus besoin de faire d'efforts pour être vu et avoir une identité, un rôle social et exister aux yeux des autres et de lui-même. Donc, il y a je veux être vu, mais je refuse aussi ce truc-là. Mais quand, du coup, si je reçois un vrai merci, ça peut se toucher à cet endroit-là, un vrai merci, un vrai compliment, euh, tout ce qui est la traduction d'une reconnaissance de te voir tel que tu es, pour un 3. Si je prends vraiment, au lieu de faire ah oui, merci et d'évacuer le truc, comme le font beaucoup de 3, de pas vraiment recevoir, ce qui permet de maintenir la quête vaine des efforts et de la vaine gloire du 3, tu vois. Si vraiment je reçois, ça arrête net la quête vaine de vouloir être quelqu'un à travers du faire. Et je me dis, ma perception, c'est que pour le 2, c'est exactement pareil. Si tu te permets de recevoir pleinement ce qui t'est donné, de le sentir et d'apprendre à en jouir, et même de sentir s'il y a l'ego qui s'agite et tout parce que tu es en train de recevoir, même si ça paraît superficiel ou que c'est que parce que tu as rendu un service, là, je pense qu'il y a un truc qui se pose et qui remplit l'intérieur. Tu vois, Ouais. ça t'évoque quoi, ce que je te raconte? Mais c'est comme si c'était une porte ou un canal à côté. Et en ce moment, c'est les deux qui sont un peu allumés. Je sais pas comment Ouais. expliquer. Et c'est comme si je suis maladroite à recevoir, mais je sais que je suis maladroite à recevoir et je m'accueille là-dedans. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Et Ouais. je vois effectivement mon ego qui va chercher sa nourriture. C'est le petit chien. Mais c'est beau à voir aller. Je suis vraiment pas rendue à complètement l'inconditionnel.
mais c'est en devenir, là. C'est fortement en Ouais. devenir. C'est juste que c'est comme bizarre parce que il y a une nourriture affective qui arrive, puis elle se divise. Fait qu'il y a un peu des deux en même temps. Ouais. Oui. Et en même temps, c'est un peu quantique ce que je t'explique. c'est un peu comme une digestion, tu sais, ça divise les acides aminés, les glucides, les lipides, enfin, et ça nourrit plusieurs parties de ton être, en fait. Exactement. Mais c'est un peu ça. Et, Mais c'est et peut-être ça, l'ego, il a le finalement, droit ce qu'on veut. aussi. Je sais pas. Finalement, Comment? c'est peut-être ce qu'on veut parce que, tu sais, moi, le côté 1 a tendance à juger, à mettre en boîte beaucoup, et surtout Ouais. moi-même, mon aile. Et peut-être que l'ego, tu sais, a tendance à voir noir ou blanc, alors que finalement, c'est peut-être juste toutes ces parties-là en même temps qui existent. Oui. Parce que c'est là où aussi j'essaie d'en parler souvent, mais c'est important parce qu'il y a ce truc de connotation négative de l'ego. Et je te vois pas tomber là-dedans. Enfin, j'aime la façon dont tu en parles parce qu'il y a quelque chose de. C'est juste naturel en fait. Il y a des mécanismes automatiques, il y a des parties de nous névrotiques qui ont besoin démesurément de reconnaissance, par exemple. Même quand je dis démesurément, je suis en train de poser un jugement de valeur, qui ont besoin de reconnaissance. Et simplement, ça fait partie de toi, de moi, ça fait partie du réel. Et même si l'ego est une construction, bah, ça n'empêche que c'est là et il y a des besoins et c'est normal, enfin c'est plus que normal, c'est souhaitable de se nourrir à cet endroit-là aussi, mais juste de ne pas se faire croire que c'est que ça, de ne pas être dupe du petit jeu, c'est tout l'enjeu de l'énéagramme, de savoir aller au-delà, mais quand même de jouer le jeu. Tu es quand même dans le jeu de la dualité, de l'incarnation et tutti quanti. Il ne Ouais. s'agit pas de tomber dans une guéguerre de l'ego, comme certains peuvent imaginer que l'ego, c'est inférieur, c'est la matérialité, il faut le dépasser, le transcender, la reconnaissance, c'est bon. Hein. Non, au contraire, il est à inclure, comme en spirale dynamique, à transcender et inclure, et pas de faire sans, pas de faire contre, de faire avec, de l'inclure dans le boulot. Et donc lui aussi, de lui laisser, de laisser à cette partie de toi bah ses croquettes aussi, quoi. De le laisser kiffer ses croquettes de reconnaissance. Ouais, exactement. Il a le droit, quoi. C'est vraiment ça. Puis c'est difficile des fois. Tu sais, mon conjoint avec qui je vis voit ces facettes-là et ne les juge pas. Je ne sais pas comment il fait. Et moi, je me juge, que j'anticipe ce qu'il pourrait penser de moi. Ouais. C'est n'importe quoi. Mais bref, puis il faut accepter. Il faut juste accepter parce que c'est le mental, mais c'est aussi mon élan 1 qui s'active et il faut juste accepter que je passe par tout ça. Là. Oui. Et j'aimerais bien revenir sur la nourriture affective. Ouais. Parce que tu as employé plusieurs fois ce terme-là. Et moi, je sais pas, moi, ça m'évoque une notion de, je sais pas ce que tu en penses, une notion de transactionnel, de transactionnalité dans la relation, de la nourriture affective que je cherche. C'est l'idée de ce que je vais pouvoir prendre à l'autre ou ce que l'autre va accepter de me donner. Comment tu perçois ça et éventuellement quel lien on peut faire avec ce côté qu'on reconnaît chez le 2 de justement avoir cette idée de transactionnel dans l'émotion, là où le 5 fait de la transaction dans le mental, là où ouais. Tu peux nous en parler de cette transaction émotionnelle et éventuellement tous les petits jeux qui peuvent être mis inconsciemment en place pour choper cette nourriture? C'est terrible. C'est vraiment avant que je prenne conscience, comment dire, c'est ça, il y a comme, tu vas vraiment chercher quelque chose sans savoir. Donc, une validation, un merci, tout ça, une valorisation, une reconnaissance, quelque chose que tu manques, donc tu manques cruellement. C'est-à-dire, à l'intérieur de toi, c'est creux. C'est-à-dire, ton cœur, il se vide très vite si les autres, leur fonction dans cette croyance, c'est de te nourrir parce que tu ne peux pas le faire toi-même. L'énéagramme, il t'apprend que oui, la plupart des gens, ils pensent un petit peu à eux aussi. C'est facile. Pour eux, c'est facile.
C'est vraiment de désapprendre cette dépendance. Et ça vient avec la culpabilisation. Fait que la transactionnalité, c'est que ton ego, il compte absolument tout. Mais c'est malgré toi, hein, tu ne te rends même pas compte. Hein. Ouais. Et moi, où je me rends compte, c'est comment je parle, les phrases qui sortent de ma bouche, parce que c'est pas moi qui parle des fois. Je sais pas comment te dire. Oui. Je sors, il y a des phrases qui sortent de ma bouche très souvent à mon conjoint qui sont culpabilisantes, alors que dans le fond, c'est juste moi à moi. C'est juste moi à moi. C'est-à-dire que moi, j'ai un besoin, je ne veux pas le reconnaître, et la phrase qui sort, c'est un reproche. L'autre, il n'a rien à voir avec l'histoire. C'est moi qui suis responsable de moi. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas comment expliquer cet aspect transactionnel parce que ton ego te l'efface. Il te le montre surtout pas, cet aspect transactionnel. Mais comment moi, je le perçois dans ces nuages-là, dans cette brume opaque-là, pour l'instant, en ce moment, c'est de voir les phrases qui sortent de ma bouche par rapport. Et par exemple, un exemple, c'est bien parce que mon conjoint m'a quand même, sans me juger, m'a amené ça. C'est-à-dire que, par exemple, la vaisselle. Quand je fais la vaisselle, ça m'arrive rarement, malheureusement, par rapport à tout ce que fait mon conjoint. Quand je fais la vaisselle, souvent, je vais dire à mon conjoint, t'as vu, j'ai fait la vaisselle. C'est ridicule, là. Ça m'arrive moins. Mais pendant 1 an et demi que j'étais dans l'étape de la conscience de l'énagramme, je le faisais beaucoup. Lui, ça le faisait rire parce qu'il voyait bien que j'allais chercher une valise. Il fait la vaisselle 4 fois quand moi, je la fais 1 fois. Donc, pourquoi j'ai besoin de dire j'ai fait la vaisselle? C'est comme je valorise quelque chose que je fais peu. Et j'ai besoin que l'autre me valide sur ce que j'ai fait alors que l'autre en fait plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça, peut-être, ça rejoint plus le côté vraiment de compter, qui est démesuré, qui est vraiment démesuré. Si tu comptes vraiment, c'est pas ça la réalité. Est-ce que tu veux dire par là que dans l'inconscient, tu comptes tout ce que tu fais pour les autres? Je pense que oui. Et est-ce que ça fait comme une ardoise inconsciente où il y a une attente de reconnaissance en face de tout ça, comme si à la fin, t'étais au resto et il fallait payer la note, quoi. Mais voilà, pas. C'est cette même logique du 5 dans la transaction pour d'autres raisons, mais c'est le centre préféré extérieur, ça. Est-ce qu'il y a ce truc d'espérer le juste retour de tout ce qui a été noté sur la to-do list, quoi? Mais comme je te dis, mon ego, il ne veut pas voir ça. Il y a vraiment de la misère. Non, surtout pas. Ouais. Vraiment de la misère à voir ça. Mais ce que je vois maintenant de façon évidente et transparente, c'est vraiment la survalorisation de ce que je fais. Je ne sais pas si tu vois. Oui, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui vient avec l'aide. Et ça, je le vois vraiment beaucoup plus. Je peux vraiment le voir. Oui. C'est plus ça que j'arrive à voir. Parce que la comptabilisation, c'est encore quelque chose qui me confronte. C'est que je n'arrive pas à le voir concrètement quand je compte, mais j'arrive à voir quand je culpabilise. Absolument sans aucun objet. Ouais. Et j'arrive à voir quand je survalorise ce que je fais. De façon vraiment démesurée et évidente. Ouais. Oui, complètement. Et en même temps, ça demande déjà une sacrée finesse que de remarquer ça. Parce que je veux dire, après, tu peux aller dans des couches toujours plus profondes et fines. Mais là, déjà, ça, c'est déjà. Ça demande déjà suffisamment d'amour, d'estime pour un 2 que de reconnaître ça qui ne l'arrange pas du tout. C'est vraiment. Ça arrange pas. Je suis contente de ça. Je suis contente de ça. Ah, tu peux te célébrer de ça. Surtout que moi, j'ai une aile en 1 et que le jugement est très puissant. Ouais. Donc, quand je me juge, j'y vais. La critique est forte. Ouais. Bien, vraiment.
Puis en plus, J'ai un saboteur intérieur assez fort et je pense que c'est l'aile en 1 qui me fait ça. bah, ce qu'on peut associer effectivement aux critiques intérieures, le surmoi, c'est le roi de ça, c'est effectivement le point 1, avec toute la contrainte et toute la dureté qu'il peut y avoir envers lui. Après, les deux sont pas en reste non plus, parce que comme il y a au fond du fond, effectivement, l'idée de je suis tellement secondaire, et comme tu disais, paillasson, c'est très péjoratif, mais c'est super bien résumé, quoi. Il y a vraiment, au fond du fond, le 2 se considère comme un paillasson, quoi. Enfin, j'imagine beaucoup, en tout cas. Ouais. Et du coup, forcément que les injonctions que tu te mets sont associées, sont cohérentes. Si je suis un paillasson, forcément que je vais pas me dire je suis une belle personne, je suis tellement généreuse et tout. Ah, ça, c'est ce que je peux me raconter. mais en vrai, ce que tu dis, c'est plutôt bah non, c'est quoi? D'ailleurs, je sais pas. Est-ce qu'il y a du je mérite pas? J'ai pas le droit, je m'autorise pas. Est-ce que c'est par rapport au. Je suis pas digne d'intérêt dans ma tête. Mais ça a vraiment changé dans mes années difficiles. Là, dans les moments le plus profonds, je me suis pris dans les bras. Puis j'ai commencé à me dire, mais dans le fond, je pense que c'était un moment, s'il y a un moment crucial dans ma vie, c'est ça. C'est vraiment quand j'ai juste mis mes mains autour de moi. Puis je me suis dit, hey, moi aussi, je suis une humaine. Les humains, je les aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amour pour les humains. Tu sais, j'ai été sociologue, sociolinguiste, anthropologue, je suis dans l'interculturel, je suis pour l'inclusion. Mais moi, je suis un humain aussi, dans le fond. Oui. Je pourrais peut-être être mon ami, finalement. Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que j'aurais le droit d'être là pour moi? Ça a changé ma vie. Je te dis, il y a eu un avant et un après. Magnifique. C'est exactement ce que j'allais dire en plus. C'est le moment où tu commences à être là pour toi. Tu commences à être avec toi et plus contre toi ou sans toi. Et tu es avec toi et tu te lâches pas. Ouais. Il n'y a plus de vide. En fait, le vide n'existe plus. C'est juste, ça devient d'une réalité concrète dans ton corps là, et dans ton cœur. Ça devient une théorie que ton ego te fait croire. C'est plus, tu te désidentifies de cette théorie-là que tu es dans un vide. Et ça, je pense, pour tous les êtres humains, c'est quelque chose de récurrent. Ça arrive de façon différente, mais moi, c'est dans mon cœur, mais tu sais, ça peut être ailleurs. Carrément, mais oui. Merci pour tous ces partages, c'est super. Enfin, moi, ça me nourrit beaucoup. Donc, déjà, déjà c'est cool. Je me doutais que ça viendrait avec le flow. Et quand tu dis de. Ouais, on peut peut-être continuer à creuser sur ce truc de. En tout cas, à étayer sur cette idée de vide, de plein. Parce qu'effectivement, il y a. Comment dire? Ça paraît obscur au début, mais je te rejoins totalement. C'est-à-dire, c'est juste une transe hypnotique, c'est juste un fantasme que de croire qu'il manque un truc. C'est-à-dire, on est tous complets, entiers, tout ce que tu veux. C'est juste qu'à un moment donné, il y a le fameux voile de l'illusion, quoi, enfin, des bouddhistes, je crois. Mais il y a ce voile de toutes ces trans qui se mettent devant, entre moi et le réel, qui séparent comme en deux. Et où à un moment donné, tu as l'impression qu'en fait, non, c'est pas complet, ou c'est vide, ou c'est tout sec, et où c'est. Et où toi, tu apprends à avoir ce fantasme-là et à voir que derrière, c'est plein. Que derrière, ça jaillit, et il n'y a jamais. Et rien n'a jamais manqué à cet endroit-là. Oups. Je pense qu'il y a eu un petit couac. Tu m'entends toujours? La connexion a figé, hein? Tu m'entends, toi? Oui, c'est bon. OK. Est-ce que tu m'as entendu quand je disais cette histoire de source derrière le manque apparent? La source derrière le manque apparent. Non, redis ta phrase. Je disais en gros, c'était peut-être un peu compliqué aussi. Je disais que en apparence, quand je suis dans mes trans hypnotiques, je me raconte qu'il manque quelque chose. Longtemps, je me suis raconté, il me manque des trucs, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Et effectivement, il y a un endroit, une vraie impression, même sensation, hein, de vide, de vacuité, comme un trou noir qu'il faudrait remplir, mais qui est un puissant fond et qui ne peut pas être rempli. Pas comme ça.
Et à un moment donné, il me semble qu'il y a dans cette rencontre avec soi, justement, qui est par la voie du cœur, d'où le fait que ça se fait en dehors des écrans et tout, quand tu te rencontres vraiment, tu rencontres que du plein. Tu ne rencontres que du vivant. Et voilà, il n'y a rien dans le vivant qui est vide, qui est en trou. Ouais. Il n'y a pas un non Ça me fait Fabien penser à ou quelque une chose. non Anélie. Quand tu te rends compte, c'est en plein. Ouais. Le plein, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup, je te dirais. Parce qu'il y a des moments, hein, il y a des moments où je suis pleine, mais il y a des moments où je suis pleine d'ego. Mais il y a des moments où je suis proche du vide. Comme dans les entrevues d'embauche, il y a des moments où je suis vraiment, vraiment proche du vide. Et ça me fait penser à quelque chose d'important comme outil dans ma vie à moi, bien humblement, qui a été un peu tout ce qui touche au, je sais pas, on peut appeler ça le spirituel, l'énergétique. Par exemple, le Reiki. Le Reiki, je ne sais pas si tu vois c'est quoi. Pour moi, ça m'aide au quotidien aujourd'hui, à tous les jours. Et c'est quelque chose qui est hyper important pour me faire exister dans mon corps, pour me faire descendre. Donc, c'est simplement dans ma tête, il y a 2 choses pour le Reiki, en fait, que je me sers presque tous les jours. 3 choses, je dirais. La première, c'est de juste penser à mes pieds. Ouais. Juste ça, là. Je pense à mes pieds. Voilà, c'est tout. Je pense à mes pieds. Je me mets je visualise que je me déplace dans le sol et éventuellement le plus loin possible dans la planète Terre. Ça m'a vraiment aidé à me. D'ailleurs, des fois, je dis la phrase pour me calmer. Je suis un arbre. Ouais. Ça a changé ma vie aussi. C'est un outil pour moi. Je te donne un exemple. C'est tout bête, là, mais je devais retourner avec des baskets que j'avais. J'étais partie du magasin avec les baskets aux pieds. Donc, si je les retournais parce que ce n'était pas la bonne taille, la bonne pointure, la personne allait les refuser. Mais mon conjoint, il est dans ses croyances. Là. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Il me dit souvent ça. Demande à l'univers, qu'est-ce que tu veux? Puis là, on était dans les escalators dans un centre commercial du sous-sol de Montréal. Et je me suis dit, je suis un arbre, j'ai été chercher mes racines et je veux repartir avec la bonne pointure puis ne rien payer d'autre. C'est ça que je veux. Eh bien, tu sais quoi? C'est vraiment intéressant d'observer ça. Je suis arrivée, la vendeuse m'a dit, non, madame, vous avez porté, c'est pas possible, la politique, je vais pas lâcher. Je dis, je comprends, mais moi, c'est pas ma pointure. Je veux ma pointure, s'il vous plaît. Faites un effort. Je suis restée là. J'avais mes pieds dans le sol. C'est ce qui s'est passé. Elle n'a pas voulu. Elle a regardé son voisin de gauche. Elle lui a dit, le vendeur, il a expliqué la situation. Nanana, ça marche pas, je peux pas. Il a regardé, il a dit, tu sais quoi? Je m'en vais dans une semaine, je vais le faire. Il m'a donné ma pointure. Je suis repartie avec ce que j'ai demandé à l'univers et ça a comme validé ce que mon conjoint me dit souvent. Je me dis, en fait, ça se peut que ça marche. Ça se peut que ça marche. Et ça me fait que quand je suis en entrevue d'embauche puis que j'ai un énorme vide qui m'envahit, ça m'arrive à chaque fois, je l'observe et je me rends compte que j'ai quand même un corps. Je suis quand même là. Puis j'essaye de me dire, OK, malgré cette impression que je suis un paillasson, j'ai quand même de la valeur. Ça va aller. Je vais passer au travail. Mais c'est pas facile. Hein? C'est pas du plan, là. Oui, ouais. C'est comment dire, c'est les deux mondes qui se fritent un peu, quoi. On n'est jamais à 100% tout le temps dans l'essence où c'est parfait, machin. Enfin, à un moment donné, tu reviens dans ton incarnation. Ouais, avec mais quand tu es trucs. complètement dans ton ego, par contre, ça arrive souvent quand même. Oui, ah bah oui. Ça arrive. Puis je trouve que c'est des outils comme ça, parce que des fois, les gens qui sont notamment mentaux, je ne sais pas comment ils font, ben, mon conjoint est 5 ans, donc il est quand même capable, mais c'est sûr que l'aile en 4 peut aider. Des fois, les ailes, ça nous aide beaucoup à nous ancrer un peu. Mais comment tu descends? Tu sais, il y a des clients, des fois, je ne vais pas te raconter, mais
peux pas raconter la confidentialité, mais il y a des clients qui disent, mais comment je fais ça? Comment je fais ça? Parce qu'ils restent dans le mental. Oui, Comment oui. expliquer à quelqu'un de descendre? Mais moi, mon outil personnellement, c'est sûr, je suis dans le cœur. C'est plus facile que quand tu pars de là-haut. Mais mon outil, c'est vraiment de descendre dans mes pieds. Moi, je trouve que c'est pratique. Mais oui, mais carrément. Ouais, c'est une porte qui marche pour toi. Et ouais, j'aime bien cette idée de. Mais ça revient souvent. De toute façon, l'idée d'ancrage dans le corps, d'ancrage dans les sensations à la terre et tout. Et ça, c'est un classique. Et ça, c'est clair que ça te permet de revenir. Même pour les manteaux, j'ai envie de dire. Hein, moi, je tire toujours la pelote de OK, même si comment tu fais, comment on fait. Comment tu te sens quand tu dis ça? Ça fait quoi dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens? Et de ramener. Et si c'est un je sais pas, OK. Et ça fait quoi de dire je sais pas? Parce que même quand tu dis je sais pas, tu peux sentir quelque chose. Moi, ça m'a beaucoup aidé de dire ça. Même quand je ne sais pas comment je me sens, si je m'arrête quelques instants sur ce je sais pas, ça finit vite par faire monter quelque chose. Donc, il y a toujours matière à revenir effectivement au corps. Après, il y a des gens qui ont des trans d'anesthésie ou des dissociations qui sont bien balèzes. Ça peut prendre du temps à revenir, mais c'est un autre sujet, quoi. Mais quand il n'y a pas de gros trauma ou de grosses dissociations, tout ce qu'on dit là, ça fait le taf et il y a largement de quoi encore et encore revenir au corps, s'ancrer et rester avec soi ici et maintenant, quoi. Mais pour les gens pour qui c'est pas naturel, c'est un travail de tout. C'est quelque chose qui a besoin de se répéter, hein, nécessaire. Pour moi, la présence, ça s'automatise jamais. Hein. On peut avoir une habitude de pratique, mais c'est jamais automatisé, puisque dès que les mécanismes égotiques reviennent, tu es aspiré, tu es complètement hypnotisé, identifié, tu t'es rescotché au personnage, et hop là, ça repart comme en 40. Hein. Tout à fait. Je voulais revenir sur un truc, Anneli. Quand tu as parlé, d'être culpabilisante et orgueilleuse, et que tu as dit surtout avec mon compagnon. C'est-à-dire que, je sais pas, tu as insisté sur ce point-là et ça m'intéresse d'en discuter avec toi parce que il me semble qu'en effet, chez les deux, les mécanismes ne sont pas du tout les mêmes et sont relativement peu présents sur les gens, pour les gens, avec les gens avec qui il n'y a pas forcément de lien, avec qui forcément il n'y a pas d'intimité, parce qu'ils n'attendent pas forcément quelque chose en retour. Mais ça m'intéresse d'avoir ton regard là-dessus quand tu dis surtout le compagnon. Évidemment, c'est lié aux instincts également, mais ça m'intéresse d'avoir ton regard de cette nourriture affective, du coup. Est-ce que tu l'attends peut-être plus de ton compagnon? Enfin, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu l'attends pas du tout? Comment tu perçois ça, ce truc a fortiori dans le couple? C'est une bonne question. Moi, comment je l'analyse aussi? Alors, il y a deux façons. Premièrement, puis c'est ce que mon conjoint a tendance à me dire aussi, puis tu sais, comme c'est un bon analytique, là, c'est un 5, mais c'est un 5 de la santé, puis de la santé mentale, puis tout ça. Fait que c'est sûr que lui, ce qu'il me donne comme information, je la regarde, là, j'essaie de voir ce que ça résonne. C'est notamment que le couple, c'est un peu comme la maison. Ton conjoint, il est tellement présent dans ta vie que tu t'identifies un petit peu, puis c'est un petit peu une partie de toi. C'est comme une prolongation de toi. Donc, si tu n'es pas en amour avec toi-même, par extension, il faut que tu fasses attention parce que l'autre, tu vas le traiter comme tu te traites des fois. Il y a cette explication qui fait du sens. Mais pour moi, il y a aussi le fait que, c'est une autre façon de le voir, c'est que je suis sociale. Je m'identifie au groupe, c'est dans le groupe que mon chemin de vie et mon énéatype évolue et souffre grandement et c'est là-dedans que ça se passe. Et je surtravaille, je travaille trop. Je vais chercher, quelque part, je vais la chercher, cette nourriture affective. Et quand j'arrive à la maison, j'ai plus d'énergie. Donc, quand je suis fatiguée aussi, il y a des choses moins belles qui vont sortir de moi. Je suis tellement exigeante pour ma face sociale que tout ce qui touche à ma sphère privée et donc à moi, encore une fois, il reste des miettes. Je n'ai plus d'énergie. Je dois aller me coucher tellement que je suis épuisée. Tu vois? Donc, il y a ça aussi qui me donne des cues pour dire que quand je suis fatiguée, les phrases qui sortent,
ben, forcément les plus analysés, posés et ça. Mais il y a aussi un autre aspect au niveau de la culpabilisation, c'est même dans le travail, ça dépend qui, ça dépend quel négatif. Et les 9, je vais les cibler. Quand je suis avec, j'ai remarqué, quand je suis avec une personne 9, je deviens 8. Ok. Tu leur rentres dedans? Tu les Je défonces? suis incroyable. Je me reconnais pas. Je suis 2, je suis pas 8 là. C'est quoi ça? C'est quoi ce 8 qui est en moi? Et il s'allume très clairement avec les 9. Il y a une irritation. Il y a aussi le fait que les 9 et le 2 se ressemblent pour certaines choses. Donc, il y a un reflet de moi que le 8 en moi ne supporte pas. C'est la faiblesse totale. Je suis un paillasson. Ouais. Comment ça? Le 8 ne pourra jamais accepter qu'une partie de lui est un paillasson. C'est impossible. Tu comprends? Oui. Oui. Et alors là, comme le 9 ne dit pas non, je suis dans une espèce d'infini paillasson, mais mon 8, il va chercher, on dirait qu'il va chercher la limite. Et comme il n'y en a pas, il y a comme, c'est presque si j'allais les secouer. Il faut que je leur dise comment vivre, comment travailler, comment faire pour s'occuper de toi. Je fais des choses que je ne me fais pas avec moi-même, tu sais, puis je le coach comme, faut que tu fasses attention, tu vas te brûler. Je dis des trucs, on dirait que je me parle à moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ben, bien sûr. Mais c'est vraiment, c'est le 2, c'est le côté 2, c'est pour prendre soin. C'est soi-disant pour prendre soin de la personne, mais d'une façon extrêmement contrôlante. D'une façon 8. Une façon 8. Et est-ce que tu rentres dedans avec agressivité? Il y a de la colère à cet endroit-là et tu vas être dur et dans quelque chose comme ça? Non. Non. Ben, ça vient me chercher, mais ce qui ressort, c'est du 2. C'est-à-dire, il faut que tu prennes soin de toi. Voyons, prends soin de toi. C'est important. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de te faire. Tu ne peux pas faire ça. C'est pas méchant, soi-disant. Ouais. Mais des fois, ça peut être un peu agressif en même temps. Et comme depuis que parce que récemment, ça m'est arrivé avec une collègue, et je suis vraiment dans une espèce de schizophrénie où je lui sors des phrases contrôlantes et je lui dis, je ne devrais pas te dire ça. Je ne devrais pas te dire ça, ça ne me regarde pas, je ne suis pas ta mère, tu es capable de savoir ce que tu veux. Excuse-moi. Et en même temps, je n'arrive pas à m'empêcher de dire, tu vas prendre des vacances, tu vas aller dormir, tu vas te reposer, tu vas arrêter de travailler. Tu sais? Est-ce qu'il y a l'idée que tu sais, enfant, il y a l'idée que tu sais mieux que les autres? Comment prendre soin? Ce qui est bon pour eux, pour prendre soin d'eux, ouais. C'est terrible parce que je ne le fais pas pour moi. Mais je suis de l'orgueil parce qu'effectivement, je suis effectivement très bonne dans savoir ce qui est bon pour les autres. Mais des fois, c'est complètement à côté de la plaque parce que ça va trop loin. C'est malgré eux, comme tu le nommes très bien quand tu parles des 2. Mais c'est là où on peut amener de la nuance, Anneli, c'est que plus tu es dans l'essence et plus tu es posé dans ton être, plus tu es présente à ce que tu vis, plus tu vas sentir réellement, ok, l'autre, il a besoin de ça, et l'autre, tu le sens, tu le sais. Et plus tu vas être désintégré, fatigué et activé dans tes mécanismes, plus tu vas fantasmer et projeter tes propres besoins sur eux et complètement déconnecté de la réalité où ça ressemblerait à « mais vas-y, fais ça, et puis tu dois avoir froid, mets une veste et machin », alors que l'autre, il est bien, en fait, il t'a rien demandé et tout va bien. Ouais. Donc, c'est le même super pouvoir, mais qui s'est complètement désintégré et qui s'est complètement perdu en route. C'est juste que comme d'habitude, depuis quel espace c'est fait. Et on est capable des 2. Ouais, tout à fait. Puis, juste pour terminer, quand mes phrases de culpabilisation là, se projettent, c'est vraiment effectivement de la projection. C'est-à-dire que je l'identifie comme tel. Je suis en train de me parler. Ouais. Soit de me dire, ah, tu n'as pas répondu à ton besoin, tu as besoin de dormir. Par exemple, je te donne un exemple. Hier soir, je n'arrivais pas à dormir, je n'arrivais pas à me coucher. Je sors de la chambre, je croise mon conjoint, il me fait pas. Et là, je me dis, je suis tellement fatiguée, mais la façon que j'allais le dire, c'est je suis fatiguée et tu viens de me traumatiser, genre.
Alors que non, je suis juste vraiment fatiguée, c'est tout. Ouais. La personne est là, elle n'a rien fait. Elle n'a pas besoin de se prendre quelque chose de violent. Pourquoi j'ai besoin de reprojeter sur l'autre? Simplement, j'ai à reconnaître, je suis juste fatiguée, je vais prendre soin de ça. Puis si j'arrive pas à dormir, c'est juste moi qui suis responsable. Hmm. Et très rapidement, grâce à un diagramme, ça fait une boucle, hop, ça revient à moi. OK, j'ai du pouvoir pour faire ce que j'ai besoin. Et l'autre, je vais le laisser. Il n'y a pas besoin de rajouter une phrase de plus. Oui, 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 oui. Est-ce que quand tu te vois sortir des reproches qui te dépassent, qui sont comme plus forts que toi, est-ce que tu dirais que ça ressemble à chercher du feedback de l'autre, même si c'est négatif et que ça va pas être des signes de reconnaissance positifs, mais que c'est toujours mieux que d'être toute seule avec tes besoins, dans une forme d'ignorance de l'autre, où tu veux quand même lui balancer un truc à la gueule, parce qu'au moins ça fera un retour et on est Tu quand même en réagis. lien. Ouais, c'est pour voir si j'existe, j'imagine, quelque part. Parce que c'est beaucoup ça, hein, c'est est-ce que j'existe? Et même si c'est désagréable, c'est ça le pathos, hein, d'aller chercher, Ouais. d'aller dans la vulgarité, l'agressivité, des fois le 8, hein. Le 8, c'est ça, hein. Et on va chercher à exister. La limite fait que, j'existe. Je pense qu'il y a ça. Et est-ce que, C'est la croyance que tu n'existes pas. quand tu regardes ton historique, du coup, ta vie, est-ce que c'est dans les moments où tu étais le plus fatigué, déprimé, ou dans les pires moments de désintégration que tu rentrais dans du 8 et dans du mode agressif, à mieux savoir pour les autres ou pas? Je ne sais pas, mais ce que j'ai appris, je ne sais pas si c'est un rapport, ce que je veux dire, je suis fatiguée, je n'ai pas assez dormi, c'est trop Ouais. stimulé. Mais dans ce bouquin-là, ce que ça m'a appris, c'est que, tu sais, mon idée supérieure, c'est la liberté. Oui. Et que l'énéagramme, ce qui est intéressant, c'est que tu plonges dans ta peur. Et moi, quand je plonge dans mon 8, je connecte avec une forme de liberté. La colère, quand je suis dans la colère, je vais connecter avec quelque chose. Au moins, je suis libre. C'est pas beau. C'est confrontant de m'avouer que je fais des choses tellement agressives et vulgaires et excessives et tout ça. Mais au moins, je connecte avec la liberté. Et après ça, c'est d'aller chercher la liberté dans les sens. Mais je ne sais pas si ça répond vraiment à ce que tu as posé comme question. Je sais pas, non, je me questionne en même temps pour voir, tu parlais des centres au début, et je me pose vraiment la question de est-ce que vraiment l'instinctif est réprimé? Parce que si tu te vois partir facilement dans du 8, dans de l'agressivité, dans quelque chose de l'ordre de un peu incisif, tu vois, pour secouer les neufs, là, si c'est comme quelque chose de confortable pour toi, enfin de naturel, ça peut postuler plutôt un instinctif en soutien, et où du coup tu vas dans du 8 quand tu as moins de ressources. Là où du coup ton intégration serait plutôt en 4. Mais bon, ça reste à voir. Moi, je suis persuadée que mon intégration est en 4. Ça Oui. peut postuler que ton instinct. Je désintègre, mais je ne connais pas le fonctionnement des centres. Donc, tu veux dire que quand tu te désintègres en 8, ça veut dire que ce n'est pas un centre réprimé, c'est ça, mais plutôt un centre de soutien? Ouais, tu vas pas. Si tu as un instinctif réprimé, tu ne vas pas t'asseoir dessus en cas de besoin, quoi. Tu vas. Moi, j'ai un mental soutien. Bah, je vais partir dans mon mental quand je vais me désintégrer. Après, pour les 3, 6, 9, c'est encore différent. Mais du coup, je vais vraiment investir le point 6 avec toutes les projections, les fantasmes, les pires scénarios, les machins. Mais certainement pas l'instinctif qui va s'activer, au contraire. Donc, il y a le centre que tu réprimes, lorsque tu le réinvestis parce que tu as lâché sur le préféré, c'est là que tu vas investir la direction d'intégration avec les qualités du point, probablement le point 4 pour toi, surtout avec ce que tu as dit sur l'art et machin, là, sur les idées supérieures, Donc, sur l'équanimité et l'harmonie peut-être. Ça sera à il explorer. faudra vraiment que je creuse cette histoire de centre réprimé, de centre de soutien, je pense, parce qu'il manque des données. Mais moi, c'est sûr que je m'intègre en 4, ça, j'en suis convaincue. Mais qu'en même temps, c'est réprimé. Ça, c'est évident. C'est comme je te dis, l'art est réprimé chez moi. Ouais. Tu vois?
Et pourtant, c'est par là que mon évolution doit passer. Je ne sais pas quand c'est que ça va arriver, mon ouverture à l'art, mais regarde. Bah, ça, c'est comme toujours. Est-ce que ça apparaît pas dans le présent quand justement tu es en écoute de toi? À un moment donné, ça va pousser et puis tu vas prendre un pinceau ou tu vas faire je ne sais quoi parce que tu es finement connecté à toi et ce que tu sens. Mm. C'est toujours l'idée de se donner du temps, Ouais. de s'autoriser à être. Bah, du temps de présence avec toi-même, effectivement. Ce qui est pour beaucoup de deux, c'est ce qui est extrêmement difficile, de se donner du temps de présence à s'écouter. C'est peut-être Ouais. même un des trucs les plus difficiles. Un des derniers sujets sur lesquels j'aimerais revenir, Anneli, avant qu'on termine, c'est cet instinct social dont tu as parlé. J'en parle pas beaucoup sur la chaîne, enfin en tout cas pas encore, mais c'est rudement intéressant et j'aimerais qu'on aborde ça avec toi parce que quand on mélange, quand on vient chercher l'intersection entre l'instinct social et le type 2, bah, ça donne quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça colore les néatypes vachement. Et surtout que tu as dit, quand je rentre à la maison, du coup, je suis fatigué, du coup, je vais d'autant plus tomber dans un mécanisme avec mon compagnon. Et justement, dans l'instinct, dans le sous-type, il y a comme une appropriation de l'ego dans l'instinct dominant. Il y a une identification à l'instinct dominant qui pompe un peu toute l'énergie. Est-ce que tu as. Ouais, comment tu le perçois, tu le vis, toi, cet instinct social? Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est très, très puissant. Si tu veux, ça m'a. J'ai l'impression que ça a presque défini mon identité. En tout cas, ça a joué au niveau de mon identité. C'est-à-dire que moi, je suis née en Corse. Ouais. OK? Et mon besoin d'être reconnue dans un groupe, ça a été très, très, très fort et douloureux comme expérience. C'est-à-dire que le rapport à l'école a été très souffrant pour moi. Je me suis sentie complètement exclue parce que je suis née en Corse, mais je n'ai pas un nom corse. Donc, j'ai toujours été, selon moi, ostracisée. Mais c'est parce que je suis hyper sensible à ce que le groupe pense de moi. Par exemple, je te donne un exemple à l'école, au collège. Il y avait un groupe de filles dans la classe. J'aurais tellement voulu être leur amie. Mais non seulement j'étais pas leur amie, mais elles m'ont dit, il y en a une fois qui a osé me dire que j'étais sale. Je sais pas si tu vois, ou alors je me faisais traiter de gitane. Ça, là, ça a marqué mon rapport à où je suis née, où j'ai grandi quand même pendant. Je suis partie à 23 ans. Je suis partie à 18 ans pour une première année de fac à Montpellier. Après ça, je suis revenue parce que je faisais des études à distance. Donc, je voyageais l'hiver, puis je travaillais en Corse l'été. J'avais quand même mon pied d'attache en Corse jusqu'à 23 ans. Et là, je suis repartie pour des études en présentiel à Montpellier, puis je revenais juste de temps en temps. Mais quand même, c'est là que c'est mon cercle social. Mes cercles sociaux les premiers sont en Corse. Et cette façon de me sentir exclue par le peuple corse, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et je pense que ça a probablement orienté toutes mes études. C'est-à-dire que moi, mon travail encore aujourd'hui, c'est l'inclusion des personnes réfugiées et migrantes, notamment au niveau identitaire. C'est important. J'ai étudié le rapport à l'écriture en langue seconde, mais dans un point de vue d'identité de personnes allophones, de personnes ne maîtrisant pas le français, de personnes qui, à la maison, utilisent une ou deux autres langues que le français. Donc, tout ça, toute ma vie, je me suis intéressée à comment inclure les gens pour qu'ils se sentent dans le groupe social. C'est vraiment super important. Et puis, tu as parlé de sociologie, d'anthropologie aussi. Hein. Exactement. Donc, c'est de part en part, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, notamment quand je suis revenue en Corse après avoir fait pas mal d'études. En 2013, je suis allée dans un colloque en Corse sur la sociolinguistique. Et là, j'ai entendu des Corses
avoir des propos universitaires d'inclusion, d'ouverture. Et là, je me suis dit, OK, je me suis dit que j'étais exclue, mais dans le fond, je me suis créé cette idée que j'étais exclue par le groupe. Oui, il y avait des gens radicaux, des extrémistes ou des gens un peu racistes ou des propos que j'ai pris très mal. Oui. Mais il y a eu quand même 2 personnes dans ma vie que j'ai rencontrées en Corse qui m'ont dit, ben, t'es né en Corse, t'es Corse. C'est sûr qu'ils parlent moins fort, ces gens-là. Ils parlent moins fort. Oui. Mais j'ai réalisé qu'il y avait aussi des gens dans le peuple corse qui étaient éduqués, ouverts, dans l'inclusion, dans l'ouverture, et que tout ça, ça pouvait aussi changer. Puis que je voyais bien que les gens que j'ai côtoyés dans ma vie, dans mon enfance, dans mon adolescence, qui sont encore là, ils sont à l'aise avec leur identité, même ils sont d'origine ailleurs. C'est correct, tu sais. Donc, c'est vraiment, j'ai comme une grosse prise de conscience sur à quel point ça m'a marqué et que j'ai fait ma carrière sur ce sujet-là. Et à quel point, tous les jours aussi, l'équipe de travail, pour moi, c'est super important. Cool. Ouais, merci pour ce partage. Et j'aimerais rebondir, on parle un peu de l'instinct social parce que j'aimerais bien voir comment ça comment il y a les mécanismes et les automatismes et les talents et les super pouvoirs du 2 qui se mettent au service de l'instinct social, parce que dans l'instinct social, il y a vraiment une considération du lien social comme une entité à part entière. C'est-à-dire des gens qui, comme moi, qui répriment l'instinct social, peuvent être juste là à discuter, à prendre plaisir de la discussion, passionnés par plein de choses, mais à ne jamais prendre le temps de discuter du lien de cette entité qui est le lien interrelationnel. Alors, dans le groupe, dans un groupe, il y a un lien entre tout le monde, donc en plus, il y a encore plus de complexité. Et du coup, les gens, l'instinct social, lorsqu'il est dominant, ça donne des gens qui sont très présents, qui sont très attentifs, en tout cas, et qui repèrent qui est en lien avec qui dans le groupe et quelle est l'ambiance générale et quelle est la position de chacun. Vraiment une composante éthologique, tu sais, de qui a le statut dominant et machin, et lui, il est soumis à celle-là, et eux, ils ont un lien comme ça, et Et moi, je peux me positionner comme ça par rapport à eux, Un truc qui est assez... moi, c'est un peu une tâche aveugle, cet endroit-là, même si je vois clair dans le jeu social, mais c'est pour... Je suis comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, j'ai pas ce truc-là, ce qui est réprimé. Toi qui l'as en dominant, est-ce que tu peux nous parler un peu de quelle couleur ça donne à ton énéatype et comment tu le vis? Ça m'intéresse de t'entendre là-dessus. Je ne sais pas si je vais bien répondre tout de suite à cette question-là, mais ce que j'ai pas nommé au niveau de mon sous-type social, ou tu appelles ça un instinct social, c'est que, je te donne un exemple, il y a l'aspect quand même superficiel que moi j'avais compris du social, qui est de... Le small talk. C'est pas juste pour amener avant de te laisser continuer. L'instinct social, on l'a tous, et c'est parce qu'à la base, c'est les 3 instincts, sexuel, le social et le conservation. Quand on parle de sous-type social, ça veut dire que l'instinct social est dominant. Ça veut dire le sous-type, c'est le croisement entre les néatypes, ici le néatype 2 par exemple, et l'instinct social. Et là, du coup, on parlera de 2 sous-types sociaux. Et du coup, c'est pas superficiel. Enfin, effectivement, moi, je peux projeter de la superficialité là-dessus, mais c'est vraiment le côté small talk. C'est le lien social, comme quand tu avais parlé du groupe là, où pour faire pendant le Covid, vous avez fait du sport, les 15 minutes de blablabla, c'est ce lien-là, ce lien social comme des gens qui répriment le social comme moi vont dire ça c'est bullshit, ça sert à rien, inutile, moi j'aime la profondeur, blablabla. Mais l'instinct social, il a besoin de ce lien-là, et j'en vois la valeur, même si c'est dur pour moi. Moi, après, c'est mon histoire. et voilà, je te relaisse la parole après avoir recontextualisé. C'est qu'il y a un paradoxe chez les 2, je trouve. Il y a alors, peut-être c'est ce que tu disais que c'est peut-être pas exactement la même chose dont on parle, mais moi, je peux être autant un peu superficielle que très en profondeur avec tous les gens du groupe. Et par exemple, je te donne un exemple. Moi, je suis hyper réseau. Hyper réseaux sociaux, je suis hyper réseau tout court. J'entretiens ma relation. J'ai 900 personnes sur LinkedIn. Je pense que je suis proche des 1000. Mais il y a toutes sortes de monde que je ne connais pas qui sont quand même dans mes réseaux que j'utilise à un moment ou à un autre dans ma vie. Tu sais.
il y a quelque chose dans le fait de jongler en permanence avec les réseaux, avec les personnes que je connais pas, que je suis en profondeur, que je suis en superficialité, peu importe, tout le monde est important, personne n'est important. Il y a quelque chose de ça. Et en même temps, dans le groupe, il y a aussi des qualités de groupe. Il y a mon équipe, par exemple. J'ai eu beaucoup de chance pendant 4 ans avec mon équipe de travail. Et par exemple, un autre exemple, j'ai découvert le co-développement professionnel. Ça, là, c'est l'apogée de mon évolution de social. C'est comme de deux sociales. C'est comme le co-développement professionnel, c'est des gens qui apprennent ensemble, les uns pour les autres. C'est comme du coaching de groupe. Pour moi, c'est l'apogée de ce que je peux, comment je peux m'épanouir dans la vie, que d'être dans un groupe qui apprend ensemble de façon super structurée. Là, c'est pas juste j'ai besoin de ventiler. Là. Donc, on est vraiment dans une intention d'apprentissage, puis on reste dedans tout le long. Puis la personne qui facilite le groupe maîtrise le processus pour vraiment aller chercher l'intelligence collective et bypasser tous les jugements, tous les biens conscients. Et on reste dans le questionnement, dans l'écoute, dans l'ouverture, puis on va vraiment loin dans le changement de paradigme éventuellement. Dans les prises de conscience, vraiment, on peut aller très, très loin si on arrive à maîtriser le processus pur du co-développement, c'est magique. C'est juste pour te donner une idée de moi, là, j'ai découvert ça, puis là, je suis en train de partir, je me suis formée pendant 30 heures là-dessus, plus toutes les lectures. Et j'ai un groupe maintenant de co-développement, puis j'ai juste envie d'en parler à tout le monde. Comme j'ai fait pour l'énéagramme, j'en parlais à tout le monde tout le temps. Mais c'est ça, c'est comme. Mais le groupe particulièrement, mais l'énéagramme, il y a ça aussi, que comme on est reliés, ça me parle. Ça m'aurait moins parlé, ces histoires de profil, un peu chacun, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. Là, il y a vraiment un mouvement qui fait que ça me parle parce que moi, je pense constamment à groupe, quoi. C'est vraiment important dans ma vie. Et alors, peut-être pour... Comment? Ça répond-tu à ta question? Ouais, c'est sûr. Oui, c'est très intéressant d'entendre à quel point c'est important pour toi, le thème du social. Et est-ce que tu vois, pour faire le lien avec le 2, sur les deux, ça s'exprimerait de la façon suivante, c'est-à-dire que inconsciemment, il y a une volonté de se rapprocher des personnes qui ont la dominance éthologique, si on reprend ce terme-là, qui ont le pouvoir, qui sont en position dominante, et où toi, et où le 2 social va s'agglomérer autour là, je t'entends. Et se faire apprécier de ces personnes-là, justement. Mon Dieu. Mais... Ah ouais, ça y est, jeté, là. C'est bon. J'ai catché. Oui, je l'ai décelé chez moi. C'est drôle parce que... Ouais. Vas-y. Mais je te donne un exemple le plus évident, le plus facile, c'est ma directrice de thèse. Donc, c'est drôle parce que je suis arrivée au Québec dans stage pour terminer un master pro. Puis à un moment donné, c'était fini mes études. Là. Mais je suis arrivée dans une équipe de recherche avec une directrice de stage qui m'a proposé un doctorat. Puis là, je suis partie sur un doctorat. Puis la personne avec qui j'étais à l'époque m'a encouragée à le faire. Fait que je suis partie sur un doctorat, mais c'est pas moi qui le voulais vraiment, tu sais, parce que je savais pas ce que je voulais vraiment. Je me suis laissée porter. Mais tout ça pour dire que pendant 7 années, j'ai eu une directrice de thèse qui rayonne dans son domaine. Et moi, j'étais dans son ombre. J'étais son étudiante. Puis, elle essayait de me mettre dans la lumière, de m'amener dans les colloques, partout dans le monde, de dire que j'étais son étudiante. Elle se valorisait un petit peu c'était elle qui avait créé son laboratoire, c'est elle qui a créé son approche. Moi, je faisais juste être dans son ombre et bénéficier de sa lumière. Et j'ai fait ça pendant, en partie, je le fais aujourd'hui. Ça a été tout un chemin. Parce qu'après ça, j'ai divorcé, j'ai arrêté ma thèse, puis ça a relié tout ça. Mais j'ai bien vu en revenant à l'énéagramme, qu'est-ce que ça a joué dans ma vie, cette personne-là, comment j'étais moi, je suis un excellent bras droit.
Hmm. Je suis un excellent bras droit, mais je ne pourrais jamais prendre la première place. Mais non, je ne pourrais pas être auto-entrepreneur. Je ne pourrais pas me lancer moi. Pour Parce l'instant. que, en tout cas, c'est ça que je me percevais. C'est mon ego qui te dit ça. Oui. Mais par contre, c'est très arrangeant pour moi d'avoir quelqu'un qui brille beaucoup, qui a beaucoup de pouvoir, Oui. Oui. qui presque est un petit peu autoritaire, là, parce que c'est pas moi, c'est elle. Moi, je suis juste une bonne personne qui l'accompagne et qui. Tu comprends? Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que je ne prends pas la lumière en premier, mais je prends la lumière en même temps, indirectement. Ouais, comme Je l'ai la Lune, en beaucoup fait. Hein. utilisé. Je l'ai utilisé comme je voulais le reprendre à mon compte. Il y a même une tension à la fin de mon doctorat où j'ai, par exemple, ouvert une nouvelle page Facebook juste pour moi. Mais c'est moi qui gérais la page Facebook de son laboratoire. Hmm. Alors, j'avais des capacités avec les réseaux sociaux qu'elle n'avait pas. Et du coup, je pouvais la faire shiner avec cette page Facebook. Puis je le faisais très volontiers. Ça me faisait shiner aussi. C'est moi qui dirigeais. Mais en même temps, à un moment donné, j'ai décidé de faire ma page Facebook. Puis là, elle m'a dit, OK, mais tu vas mettre les mêmes choses sur cette page Facebook que sur la page Facebook, tu sais, du projet. J'ai dit, non, je vais mettre des choses que j'ai envie de mettre, là, pas forcément la même chose. Tu vois, elle était comme dans une espèce de contrôle sur comment j'allais gérer ma page Facebook, qui était mon bébé. Mais il y a eu comme une tension là où j'étais comme, moi aussi, je veux faire des choses, oui, en lien avec ça, mais à ma façon à moi, est-ce que je peux m'approprier un peu, oui, de son travail? Fait qu'il y a eu tout un enjeu avec ça au moment où j'ai arrêté ma thèse. C'est-à-dire que je n'étais pas capable de finir ma thèse parce que ça ne m'appartenait pas. Il y avait, selon moi, trop d'elle et je n'arrivais pas, moi, à prendre ma place. Il y a vraiment un lien avec ça. Ça, après, ça me fait penser à l'intégration du point 3 pour plus tard dans ta vie. Le côté shiner, justement, te permettre de créer ta page, c'est dans cette dynamique de OK, je m'ouvre, pouf, pot, l'autre L, tu vois. Je laisse pousser l'aile 3, enfin, ça fait du sens, tu vois. Mais c'est vraiment ce côté m'autoriser à briller pour moi, indépendamment d'être sous le joug de quelqu'un, même si c'est rassurant et tout. Et merci pour ce retour, c'est super intéressant ce que tu partages. Ah, mais c'est ça, je ne savais pas, tu vois, comme je n'ai pas beaucoup étudié l'énéagramme tant que ça, je ne savais pas qu'il y avait cette idée que des ailes, ça s'ouvre les deux. Il y a l'aile dominante qui est présente chez tout le monde, évidemment, mais à partir de l'adolescence. Mais l'aile, même s'il y a des. C'est une théorie, une hypothèse de travail, les ailes. Hein, il y a d'autres théories. Mais la deuxième aile peut éventuellement s'ouvrir, peut se développer suite à un travail conscient, en tout cas, c'est ce qu'on dit, que c'est éventuellement quelque chose que tu peux être amené à éveiller en toi, quoi. Et au regard, en tout cas, ça fait du sens par rapport à ce que tu dis, quoi. Ben exactement. Moi, je me suis questionnée sur l'aile à ce moment-là parce que j'ai ouvert une chaîne YouTube et tout ça, puis j'ai fait des choses que une ne ferait jamais. Je me filmais et je me filmais en une fois, en one shot, puis je me jugeais pas. J'allais en ligne. Pour moi, c'était comme, qu'est-ce que tu fais? Il y a plein de gens qui vont te juger, qui vont te trouver nul, Ben, je m'en foutais. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, franchement. Mais là, je me suis dit, est-ce que je suis une aile en 3? Parce que là, c'est un côté que je ne savais pas de moi-même. Là. Après, ça, tu pourras affiner, investiguer, on en rediscutera si tu veux. Mais en tout cas, j'ai envie de mettre l'emphase là-dessus parce que c'est le genre de truc que tu peux célébrer. Tu parlais tout à l'heure de la difficulté à mettre le focus sur ça. Tu peux vraiment célébrer ce genre de choses parce que tu remplumes l'intérieur à force de faire ça, de mettre le focus là-dessus. Mais je vois toujours des choses négatives, comme je me dis, je vais chercher de la nourriture affective sur le web, tu sais ce que je veux dire? Bien sûr, ben oui. Il y a un peu de ça. Mais ce qui est beau, c'est que je ne me juge pas. C'est ça que je trouve beau. Oui, carrément. Eh ben, on a un dernier thème pour la route avant de clôturer. Si je te dis triangle de Karpman, ça t'inspire quelque chose?
Bourreau, Ouais, persécuteur, victime et sauveur. mais c'est sûr que j'avais pas fait vraiment le lien, mais je me suis questionnée sur le harcèlement. Ouais. En fait, c'est vraiment le harcèlement qui me disait, ben, il me semble qu'il y a des liens à faire. Et moi, je parle vraiment juste de moi, là, parce que, tu sais, étant donné que je n'ai pas lu sur le lien entre Ennéagramme et le harcèlement, ou le lien entre Ennéagramme et triangle de Karpman, mais moi, personnellement, avec une personne neuve, j'ai eu des comportements qui ressemblaient beaucoup à du harcèlement. Et pour moi, c'est le 8 en moi qui était vraiment dans l'excès, l'excès d'écraser l'autre, vraiment. Et j'ai déjà vu ça à plusieurs reprises dans ma vie et je ne comprenais pas qu'est-ce que ça faisait en moi. Je ne comprenais pas. Et c'est vraiment l'énéagramme qui m'a permis de le voir. Puis, dans le milieu de travail, des fois, c'est venu ce sujet-là. On a eu des formations, on s'est questionné, on a essayé d'anticiper le harcèlement au milieu de travail. Et donc, j'ai essayé de proposer un atelier sur l'énéagramme à mon équipe de travail. Et j'ai essayé de faire des liens avec ça. Donc, c'est pour ça que je t'ai posé ces questions-là. Je me disais, mais est-ce qu'il y a des liens à faire? Parce que moi, à l'intérieur de moi, j'ai pu voir des comportements comme ça. Et je pense que je pourrais être d'un autre côté en tant que 2, avec une personne 8, par exemple, ou avec une personne 7 particulièrement. Ça, je l'ai vécu. Me laisser dans une espèce de dépendance, dans une espèce de harceler, de positionnement de harceler. De victime, du coup. De victime totalement, de dépendance, de victime, de ne pas savoir comment me sortir de cet état de victime avec une personne 7. Ouais. Et bref, finalement, pour dire que j'ai un petit peu, je me suis renseignée grâce à toi sur le triangle de Karpman, et là, je me suis dit, OK, ça bouge en fait. C'est pas juste l'un ou juste l'autre. Donc, moi, comme 2, je suis d'office sauveuse, évidemment. C'est mon orientation, c'est ce que j'apporte au monde. Je sauve les gens, soi-disant. Mais très vite, étant donné que je quantifie ce que j'aide et ce que je sauve, la façon que je sauve et à quel point je sauve et combien je sauve, mais si tu ne le vois pas, à un moment donné, si tu ne me valides pas dans qu'est-ce que je fais de beau, toi, là, il y a l'orgueil qui embarque. Et quand l'orgueil embarque, je suis dans le 8, il y a quelque chose de ça, je pense. Il y a quelque chose de je commence à être dans la culpabilisation. Puis là, je peux aller dans des comportements importants. Donc, tu te mets en persécuteur à ce moment-là parce que tu n'es pas reconnu. Et c'est là où ça peut passer en dédain, même le côté, le 2 qui passe en dédain de non, puisque c'est comme ça, de toute façon, sous-entendu, tu ne mérites pas mon amour, tu ne mérites pas tout ce que je fais pour toi, en espérant que tu reviennes. Donc, il y a un truc très, peut-être persécuteur. Mais effectivement, le triangle de Karpman, c'est dynamique, ça joue, évidemment, ça se joue à 2. Et puis, même si on a un siège qu'on aime bien en général, ça fluctue, ça change et ça se dynamise, bien sûr. Mais c'est effectivement, merci de le partager parce que c'est un point qui est souvent soulevé avec le 2, c'est la manipulation émotionnelle. Parce que justement, il y a les non-dits, il y a la culpabilisation, mais de demander sans demander, de façon indirecte, même, ou des critiques. Je ne sais pas si on n'a pas parlé de ça, mais la critique envers une personne qui est là, mais en s'adressant pas à elle, mais à une autre personne. Oh, mais oh là là, ce qu'elle m'a fait, celle-là, je te jure. Et puis on m'a. Alors qu'il est à côté, tu sais. J'ai déjà assisté à ça. Ça me met mal à l'aise quand j'assiste à ça. Oh là là. Je sais pas si tu as envie de parler de ça, mais. C'est terrible. Je te donne un exemple très simple. Moi, je le fais super à mon conjoint. Mais souvent, c'est vraiment à mes compagnons. C'est vraiment aux personnes qui sont dans ma vie que je fais subir ça parce que je n'arrive pas à leur dire. Et comme je suis sociale, je le dis aux autres, devant la personne. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je pense que c'est parce que je suis 2. Je ne sais pas comment l'exprimer à la personne de façon humble. Donc, c'est soit c'est comme, êtes-vous témoin de ce que je vis? J'en peux plus de vivre ça.
de qu'est-ce qui me Ouais, fait ouais. vivre. Puis la personne est là, et comme, qu'est-ce qui est en train de se passer? Hmm. C'est encore plus douloureux pour la personne parce que ben, tu lui dis directement ou on peut se parler. Puis quand j'arrive à le dire simplement, doucement, avec détente, à juste nommer les choses, il me remercie. J'aime ça quand tu me parles comme ça. Parce que ça part toujours dans dans la colère. Tu sais. Mais bref, Hmm. est-ce que ça répond à ta question? Mais ouais, carrément, carrément. Et mais quand tu t'adresses comme ça, donc dans l'exemple que tu donnes de t'adresser à quelqu'un d'autre de façon indirecte, du coup, est-ce que quand tu dis ça, quand tu râles ou quoi, c'est au fond parce que c'est tellement important pour toi d'être écouté, d'être reconnu dans ce que tu vis, que du coup, tu fais comme tu peux et il y a comme quelque chose d'inconfortable ou comme tu dis, de peut-être trop, ça serait trop intense si tu l'adressais directement ou quelque chose comme ça. On dirait que j'ai l'impression qu'il ne va pas m'entendre. Ouais. Que si je passe par les autres, alors que c'est le contraire, c'est tellement Hmm. violent Oui. de faire ça Ouais. qu'il va encore moins être ouvert à m'écouter. Tu sais. Mais moi, on dirait que c'est le Hmm. contraire dans ma tête. C'est évident qu'il ne va pas m'entendre. Il ne me comprend pas, il ne va pas m'entendre ce que j'ai à dire. Mais en fait, c'est parce que c'est la façon que je le dis, que je choisis de le dire qui ne marche pas. Il faut que je travaille là-dessus. Si je travaille là-dessus, il est capable d'entendre. Mais aussi, c'est aussi les attentes que je projette. Comment je voudrais qu'ils m'entendent? Comment je voudrais qu'ils me comprennent? Comment je voudrais qu'ils me valorisent ou qu'ils me valorisent? C'est tout Ok. ça qui m'empêche de communiquer correctement. Ok. Est-ce que tu veux dire que du coup, tu montes dans les tours parce que en amont, tu te racontes comme il va pas m'entendre, il va pas me comprendre, de toute façon, je sais déjà à l'avance, donc tu te montes comme ça. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça qu'il y a derrière. Comme si Ah, je c'était comprends. pas possible d'être comprise. Et, Ouais. et je sais pas pourquoi, mais mon choix, c'est d'aller prendre des témoins pour lui faire entendre, pour lui faire Hmm. comprendre des choses. J'ai besoin que les autres me comprennent dans ce que je vis avec cette personne. C'est bizarre comme façon de faire, mais c'est ça que je fais, effectivement. Bien sûr. Bah, merci de ton honnêteté sur tout ça. Franchement, c'est du petit lait. C'est vraiment, enfin, tu peux vraiment te célébrer d'arriver à voir tout ça de toi et Ouais. éventuellement, sans te juger même. C'est waouh. Ouais, tranquillement, ça vient là, puis c'est vrai que c'est beau. C'est comme, OK, t'accueilles, peu importe. Mhm. C'est ça qui est sorti. Mais quand tu l'accueilles, tu te sens tellement mieux après. Comme, le jugement est automatique, oui, mais à quoi il sert? Si tu le dévalorises, tu le décrédibilises, le jugement, en Mhm. fait. Ouais, Ah ouais. ça sert beaucoup. Est-ce que si on synthétise, ou je sais pas, mais si tu devais dire un petit peu, là où l'énéagramme t'a aidé finalement, toi, dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton pro, un peu dans tout, à quel endroit ça a été le plus précieux pour toi? C'est l'humilité, hein, il me semble. Mm. Mm. C'est l'humilité et au final, la détente. Tu le dis des fois que ce qui vient avec l'essence, c'est la détente, tout simplement. C'est juste le point neutre, moi j'appelle ça aussi le point neutre. Ouais. C'est juste d'être vivant, dans ton entièreté, dans tes hauts, dans tes bas, de se libérer un peu du jugement, d'exister, de reconnaître que tu existes. Et puis de voir, ça aide beaucoup. Moi, ce que je vois aussi, ce qu'on n'a pas beaucoup nommé, c'est la théâtralisation. Parce Ah que ouais. c'est moi, je suis dans l'extériorisation des émotions. Ouais. Et quand on me le nomme, je le rejette beaucoup. Je l'ai déjà rejeté, par exemple. Ma soeur m'a fait très mal en me disant hey, t'es trop théâtrale avec mon fils. Ça est venu vraiment me blesser profondément. C'était pas le bon moment. Mais, bref. Mais en même temps, ça m'a permis de le voir aller à quel point je théâtralise. Peut-être qu'il faudrait que je fasse du théâtre au niveau de l'art, ça me ferait du bien. Mais et ça m'aide aussi. C'est comme plein d'indices comme ça qui font que, OK, bon, j'en fais un peu trop. Puis de revenir au point neutre, m'accueillir là-dedans. Ça fait de moi vraiment une bonne personne, pas un masque. C'est de moi Bien une sûr. bonne personne. Et ça fait de moi que je suis fière de moi, puis ça fait juste d'aller une boucle directe plutôt qu'une boucle vraiment indirecte, d'aller juste nourrir ce que j'ai besoin.
Et finalement, d'être disponible pour vrai pour les autres. Pas d'être, je vais le faire quand même pour toi, pour que tu me valides éventuellement. Puis là, je vais te culpabiliser parce que tu ne me valides pas. C'est complètement par rapport. C'est comme juste, je prends soin de mes besoins, je réprime moins, je suis plus disponible aux autres pour vrai, réellement, authentiquement. Et en même temps, je mets mes limites. Quand je vois que je mets mes limites, je suis comme, OK, je trouve un équilibre. Donc, c'est ça que ça m'apporte, c'est l'équilibre, la détente, apparaître. Que l'essence peut-être apparaît un peu plus. Puis ça fait, c'est comme une boucle vertueuse, en fait. La détente comme la mer derrière toi. Oui. Du Ouais. poisson. Est-ce que avec tout ce qu'on a dit, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que Ça un me petit mot semble, de la fin? Mot de ça me fin, semble suffisant. Ça fait 2 heures, je pense, presque qu'on parle. déjà. Fait que, Ouais, c'est tout bon pour toi? Pas de ben mot de la oui, fin? je vais arrêter de parler. Mais merci beaucoup de m'avoir offert cette possibilité. J'ai vraiment l'impression de prendre soin de moi quand je parle de l'énéagramme. Ah bah, chouette, je suis ravi de contribuer à ça alors, hein. Franchement, cool. Bah, écoute, ouais, moi je te remercie chaleureusement de tout ce que tu as partagé, de la sincérité dont tu as fait preuve, de la générosité, de don de toi, hein, de tout, ombre, lumière et tout. Enfin, moi j'ai kiffé, donc j'espère que ça nourrira les auditeurs autant que moi ça m'a nourri et apparemment toi, donc ravi de ça. Si tu as apprécié, toi qui as regardé cette vidéo, tu peux mettre plein de pouces, un seul, mais un gros pouce. En commentaire, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que ça te permet? Je sais pas pourquoi je regarde mon micro alors que. Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que tu as envie de partager quelque chose en commentaire de cette discussion à cœur ouvert? Qu'est-ce que ça t'a fait mettre en lumière peut-être par rapport aux deux? Parce que pour moi, ça amène toujours beaucoup de profondeur et de nuances avec ce qu'on. Quand c'est dans le vivant, ça nous sort du cliché de ah, mais le 2 il est comme ça. Non, parce que Annie-Lee, comme toutes les deux, il y a une richesse, il y a de la nuance, c'est du vivant, quoi. C'est un diamant à X milliers de facettes. Donc, bref. Merci encore pour tout ça. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et à bientôt.